à l'âge de pierre, si on peut dire, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'était un pays sous l'Empire ottoman, sous la domination ottomane, qui n'avait pas du tout eu accès à la modernité. La modernité se vivait en Europe. L'Europe, c'était la modernité. Et tout le reste du monde, c'était autre chose, c'était passé. 1798, expédition de Napoléon en Égypte, qui a duré exactement 3 ans. Et ces 3 ans ont fait basculer tout le Moyen-Orient. Il y a eu des centaines de savants que la France a envoyés en Égypte pour moderniser l'Égypte, l'agriculture, l'armée, la police et tout, la banque, les finances. Et des centaines d'Égyptiens ont été envoyés en France, surtout en France, pour se former à la modernité. Et alors, il y a eu les villes du Caire, d'Alexandrie, de Suez, mais surtout du Caire et Alexandrie, qui ont été construites sur le type haussmannien, si on peut dire. Il reste encore beaucoup de bâtiments qui sont encore de ce type qu'on retrouve à Paris ou ailleurs. Alors, donc Mohamed Ali est venu quelques années après l'expédition de Napoléon. C'est un Albanais, analphabète, génial, féroce, un bon turc albanais, si je puis dire, parce que l'Albanais et la Turquie, c'est très proche. Et il a été nommé, promu Khedive. Khedive, ça veut dire représentant de la sublime porte à Istanbul, Khedive d'Égypte, mais peu à peu, il a voulu prendre son indépendance. Et son fils, Ibrahim, a fait des guerres à travers tout le Moyen-Orient. Si vous voulez un conquérant du type Ibrahim, c'est Napoléon. C'est un type absolument génial dans l'art de la guerre. Ibrahim Pacha, le fils de Mohamed Ali. Bref, 44 ans de règne de Mohamed Ali ont fait basculer l'Égypte de la préhistoire en pleine histoire, au point que, avec Mohamed Ali et son petit-fils qui s'appelle Ismaïl, qui était des années 60, l'Égypte est passée d'un seul coup en pleine modernité. Ça veut dire que le Caire et Alexandrie étaient des villes européennes. Et on parlait de l'Égypte comme une partie de l'Europe. Elle était, sur le plan culturel, une partie de l'Europe. Les pièces de théâtre qui se jouaient à la Comédie Française, la semaine suivante, étaient jouées au Caire ou à Alexandrie. J'ai connu ça dans mon enfance. Par conséquent, je vous parle d'expérience. Les opéras de Milan, après avoir passé à la Scala di Milano, étaient présentés à Alexandrie, à l'Alhambra ou à l'Opéra du Caire. Alors, cette Égypte de la modernité a envoyé sur la foulée de Mohamed Ali et d'Ismaïl des quantités de missionnaires, dont les frères des écoles chrétiennes, dont les jésuites, dont les religieuses, dont les lazaristes, etc., qui ont ouvert des centaines d'établissements scolaires et hospitaliers à travers l'Égypte. Rien que les frères des écoles chrétiennes avaient à Alexandrie 7 ou 8 écoles. Bref, ce mouvement s'est arrêté sans s'arrêter parce qu'il continue. Ces écoles sont prospères,
connu, célèbre, reconnu. Les musulmans sont les premiers à vouloir inscrire leurs enfants là-bas. Parce que la qualité de l'enseignement et surtout de l'éducation est pour eux évidente. Alors, les garçons et surtout les filles, eh bien, alors actuellement, dans nos établissements scolaires, nous avons 60, 70, 80, 90% de musulmans qui sont marqués à vie par ce contact avec les missionnaires, ce qu'on appelle les missionnaires, et qui continuent leur œuvre éducative. Mais, je pense quand j'étais petit, dans la communauté du collège Saint-Marc à Alexandrie, des frères, ils étaient 40 frères. 40 frères. Pratiquement chaque classe avait un frère comme titulaire. Incroyable. Maintenant, il n'y en a pas un seul. C'est vous dire que la source des vocations qui a tari en Europe et en France a eu ses répercussions chez nous. Alors, on a commencé à recruter localement des Égyptiens, des Syriens, des Libanais, mais autrefois c'était des missionnaires, hein, français, tchèques, yougoslaves, italiens, etc. Alors, le christianisme en Égypte, on peut le diviser en deux, grosso modo. Christianisme autochtone, copte, surtout orthodoxe, et le christianisme moyen-oriental des communautés maronites, syriaques, byzantines. Moi, je suis par exemple byzantin, melkite, byzantin, melkite, etc., chaldéen. Donc, ces communautés sont restées plutôt dans les grandes villes et avaient donc réussissaient dans le commerce et l'industrie. Ce sont un petit peu grâce à eux que l'Égypte a pris un essor dans ces domaines. Alors, parlons d'abord de ces communautés coptes qui sont donc les autochtones. Je vous signale que le mot copte a donné le mot Égypte. Égyptoi, les coptes. En grec, les coptes, c'est Égyptoi. Et j'ai appris aussi que le mot Gyptoi, copte, vient du mot Ptah, le dieu pharaonique Ptah. PTH. Il y aurait une étude intéressante à faire sur les racines et l'étymologie du mot Égypte pour voir la part de vérité ou la part de légende qu'il a là-dedans. Mais je pense que c'est vrai. En fait, tous les Égyptiens, même aujourd'hui, sont coptes. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ça veut dire que leur sang est copte. Ce sont les conquérants arabes qui sont venus en Égypte, étaient peut-être quelques milliers. Avec Amr ibn al-As, et quelques milliers, avec quelques milliers, on ne change pas le fond d'une population. Alors pendant 100 ans, l'Égypte est restée chrétienne. Au bout de 100 ans, ont commencé des persécutions, des discriminations, au point que l'Égypte est passée de 100% de chrétiens à 90% et finalement à 10% tout au long des siècles, par suite des répressions, de l'impôt à payer pour être protégé. Alors je vous signale tout de suite que le mot protégé se dit en arabe zimmi. Zimmi, c'est protégé. Ça veut dire que le Coran demande aux musulmans de protéger les juifs et les chrétiens. Ils sont sous leur protection. Père, c'est pas des impôts, c'est quelque chose. Il faut qu'ils payent. C'est comme une amende. Voilà. Jésus. Oui, Jizya. jizya. L'impôt, c'est pour tout le monde. Ah bon. Voilà. En tout Et cas, Pour jizya, les chrétiens. voilà. Jésus. qui s'impose aux chrétiens.
n'est-ce pas? Voilà, Chrétien pour les seulement. chrétiens, ouais. Alors, celui qui la paye, il est protégé. Mais il n'a pas accès à la véritable citoyenneté. Même jusqu'à présent, quand je dis ça, je parle d'une réalité éteindre le téléphone. C'est le fixe.